Bienvenue, imprudent mortel. Tout d'abord, petite rectification de ma part. En fait, si, Élisabeth II était bien ma souveraine, voyez-vous. Car j'ai le titre de Lady de Glencoe, qui est en Écosse. Un détail que l'on finit par oublier quand il faut aussi jouer à la citoyenne française au quotidien. Mais donc, oui. C'est une raison de plus pour se sentir mélancolique à l'annonce de son départ. En parlant d'aristocratie, j'ai déjà évoqué deux d'entre eux, que leur statut avait mis longtemps à l'abri des accusations. Eh bien, ils ne sont pas seuls. Parmi eux, un Français, ayant la réputation d'être l'un des premiers serial killers. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de Gilles de Rais. Gilles de Montmorency-Laval, seigneur de Rais, est l'exemple même du héros déchu. Ayant tout d'abord brillé à la guerre, ce compagnon de Jeanne d'Arc sera ensuite connu comme l'un des pires bourreaux d'enfants ayant jamais vécu. Il est né vers 1405 au château de Chantossé-sur-Loire, faisant de lui un seigneur de Bretagne, d'Anjou, de Poitou, du Maine et de l'Angoumois. À 10 ans, Gilles se retrouve orphelin. Il est élevé par son grand-père maternel, Jean de Craon, débauché notoire, ce qui explique beaucoup de choses. En 1429, nous étions en pleine guerre de 100 ans, celle-là même qui portait sur la succession de l'Angleterre et de la France. Gilles de Rais se rallie au roi Charles VII, c'est-à-dire le roi de France, ce dauphin que fit couronner Jeanne d'Arc. Gilles de Rais était réputé être l'un des fidèles compagnons de Jeanne d'Arc, avec deux autres chevaliers, La Hire et Pothon. À noter qu'on ne sait pas quelles étaient ses relations exactes avec la pucelle, mais certains ont spéculé là-dessus, vous verrez. Gilles de Rais contribuera notamment à la levée du siège d'Orléans et sera promu maréchal de France le 17 juillet 1429, jour du sacre de Charles VII à Reims. Ce jour-là, c'était Gilles qui apporta le coussin sur lequel était posée la couronne du roi. Ce fut là le fait de sa gloire, et en redescendre fut pénible et expliqua sa déchéance. Son grand-père mourut en 1432, en sorte qu'il hérita de ses terres, et le maréchal de Rais se retira progressivement de la guerre menée contre les Anglais et les alliés bourguignons. Sa famille, et notamment son frère cadet René, l'accusèrent de dilapider son patrimoine. Pendant ces 10 années, Gilles devait de plus en plus manquer d'argent. Il avait essayé pendant un temps de capitaliser sur son passé, notamment, dit-on, en faisant monter un mystère, c'est-à-dire l'équivalent d'une pièce de théâtre, sur la vie de Jeanne d'Arc. Mais rappelons qu'à l'époque, Jeanne d'Arc était encore accusée d'hérésie, bien qu'elle soit vite réhabilitée, était encore moins une sainte, ce qui n'arrivera que dans les années 1920. Donc, techniquement, Gilles avait monté un mystère sur une sorcière et ne trouva pas autant d'appui pour le faire qu'il aurait pu l'espérer. C'est à peu près à cette époque qu'on pense qu'il se tourna vers l'alchimie. Il est très possible que dans un premier temps, son but n'était vraiment que de trouver de l'argent. Les traités d'alchimie, d'ailleurs,
déconseille de s'intéresser à cette science pour cette raison. Ceux qui veulent seulement fabriquer de l'or sont surnommés les souffleurs, ne seraient pas de véritables alchimistes qui eux cherchent à transcender la matière et rendent son immortalité originelle à l'être humain. Mais les résultats de Gilles de Ré, du moins ceux qu'il souhaitait, étaient parfaitement matérialistes. Donc, quand certains des soi-disant alchimistes qu'il avait recrutés lui dirent que peut-être le moyen le plus efficace d'avoir de l'or était un ingrédient rare, du sang d'enfant, ça ne le gêna pas de rentrer dans la combine. Je suis au regret de dire qu'être en présence de petites victimes réveilla peut-être chez Gilles, qui n'en aurait pas eu l'idée sinon, des instincts d'assassin et aussi peut-être de pédophilie. Au prétexte de recruter des jeunes garçons pour une chorale, il fait souvent venir de jeunes paysans dans son château, mais ceux-ci n'en sortaient jamais. Gilles les faisait sacrifier, puis présenter, selon les indications des alchimistes, la tête et la main de l'enfant à Satan, afin qu'en échange de cette offrande, il obtienne le moyen de fabriquer de l'or. Mais cela n'arriva pas. Peut-être parce qu'il fallait faire plus de sacrifices, mais parce que de toute façon, et vous l'aurez compris, Gilles commençait à aimer cela. Il avait sans doute des pulsions sadiques. On prétend même qu'il avait réellement formé une chorale d'enfants qui eux restaient en vie, donc dans le but qu'elle existe et qu'on ne se méfie pas au moment d'envoyer d'autres enfants la compléter, mais aussi tout simplement parce que les chants de ceux-ci, quand ils répétaient, couvraient les cris de ceux qui étaient sacrifiés. Gilles, dit-on, aurait poussé un jour la mise en scène jusqu'à chercher à étrangler un jeune garçon, mais s'arrêter à temps quand celui-ci se mit à pleurer, terrorisé. Gilles l'aurait consolé, lui aurait assuré qu'il ne voulait pas lui faire de mal, et lui fit même revêtir un bel habit en soie. Le gamin, rassuré, accepta ainsi une embrassade de Gilles. Mais celui en réalité tenait un poignard et l'enfonça dans le dos de sa victime qui ne se méfiait plus. Tous ces crimes auraient eu lieu dans son château de Tiffauges, en Vendée. Il semblerait aussi que toutes les victimes étaient des garçons, mais on y compterait quelques filles. On peut aussi dire qu'à ce stade, ce à quoi se livrait Gilles de Ré n'était plus de l'alchimie, mais plutôt du satanisme. Le principal complice de Gilles s'appelait François Prélati, un Florentin dit grand maître de la magie et grand évocateur de démons. C'est lui qui assura à Gilles de Ré que pour obtenir ce qu'il voulait, il fallait qu'il cède deux choses: céder son âme ou commettre des crimes. Il préféra la seconde option. Après avoir kidnappé sa toute première victime, on dit que Gilles, ses complices, lui auraient tranché la gorge, lui arraché le cœur et les yeux, lui auraient coupé les poings et présenté au diable en offrande. Pendant 8 ans, en Anjou, en Bretagne et au Poitou, les enfants disparaissent régulièrement sans laisser aucune trace. Les corps des enfants, en fait, étaient brûlés dans les cheminées des châteaux de famille ou entassés dans les latrines. Il y eut des plaintes, bien sûr, de paysans qui se rendaient compte que les disparitions d'enfants se produisaient toujours sur les terres de Gilles de Ré. Mais il était trop puissant pour qu'on l'en puisse se révolter contre lui. Comme R.C. Bathory, Gilles faisait appel à des complices intimes, François Prélati, Roger de Brequeville et Gilles de Sillé.
Il y avait aussi une femme, Perrine Martin, qui irait dans les villages et abordait les enfants, qui, sous prétexte de l'aider, arrivait à les convaincre de la suivre dans les bois, où l'attendaient les 3 hommes qui le kidnappaient. On n'est pas certain du nombre total de victimes, et Gilles lui-même n'en était pas sûr. Son acte d'accusation porte le nombre à 200. Jean Malestroit, l'évêque de Nantes, finit quand même par supposer que Gilles de Ré était lié à toutes les disparitions. Il le fait donc arrêter par le capitaine d'armes Jean Labbé le 15 septembre 1440 à Machecoul. Au tribunal, Gilles de Ré admit ses crimes, raconta l'agonie vécue par tous les enfants, alors que des parents entendaient ses confessions. Et il avoua l'avoir fait à des fins de, je le cite, satisfaction charnelle, mais finit par tomber à genoux et cria « Dieu mon Rédempteur, je vous demande miséricorde et pardon. » Puis se tourna vers le peuple et cria de nouveau « Vous les parents de ceux que j'ai si cruellement mis à mort, donnez-moi le secours de vos pieuses prières. » Car malgré tout, Gilles de Ré semblait craindre l'enfer. Le 25 octobre 1440, le tribunal excommunia et le condamna à mort pour vice contre nature avec des enfants de l'un et l'autre sexe. Comme je le dis, il semblait qu'il s'attaquait surtout aux garçons, mais il eut quelques filles. Gilles de Ré sera condamné à être pendu, alors qu'il était noble et que normalement on les décapitait, puis brûlé. Mais justement parce qu'il était noble, le corps ne sera pas brûlé complètement et retiré alors qu'il y a encore quelques restes, qui seront ensuite inhumés. Être inhumé de façon chrétienne était alors très important pour les personnes de leur temps, et voilà pourquoi la mort de Jeanne d'Arc, dont on n'a rien retrouvé dans le bûcher, est si terrible. Il était prévu qu'elle ne soit jamais inhumée. En parlant d'elle, il y eut quelques interprétations modernes, à la fois de la relation à Jeanne, comme je l'avais dit, mais aussi de la raison pour laquelle Gilles de Ré aurait commis ces crimes. Je me souviens avoir vu un jour chez un brocanteur une BD pour adultes qui leur était consacrée, et qui affirmait qu'ils auraient été amoureux, mais néanmoins sans jamais consommer, puisque Jeanne était pucelle effectivement. Après sa mort, Gilles aurait commencé à tuer des filles et des garçons par folie meurtrière née de son chagrin, mais qui se serait aussi attaqué à des enfants dont le visage lui évoquait celui angélique de cette jeune femme à l'aspect androgyne, donc comme un jeune garçon. Le texte concluait par le fait que maintenant, avec lui qui est en enfer et elle au paradis, ils sont encore plus séparés que dans la vie réelle. Même quand il n'est pas vraiment le personnage principal, Gilles a inspiré quelques autres histoires dont vous en avez sans doute entendu parler. On raconte notamment qu'avec le roi Henri VIII d'Angleterre, qui eut 6 femmes, dont 2 au moins qu'il fit décapiter, Gilles de Ré était l'un des modèles historiques de Barbe Bleue. Certes, Barbe Bleue s'en prenait à ses femmes comme Henri VIII d'Angleterre. Mais le fait qu'il le fasse de manière assez sanglante, dans cette fameuse pièce, où sa dernière épouse découvre les corps de toutes celles qui l'ont précédé, cela fait de lui un seigneur meurtrier et sanglant à la manière d'un Gilles de Ré. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.